Merci d'être avec nous encore pour ce nouveau plateau du Café littéraire. Nous avons aujourd'hui avec nous sur ce plateau Delphine Minoui qui va nous parler de ce livre magnifique paru au Seuil et qui s'intitule Badgens, on dit Badgens. Badgens, voilà. À côté de Jean-Michel de Boulanger, Philippe Collin, qui va nous parler de son livre, son gros livre, Le barman du Ritz, paru aux éditions Albin Michel, et puis de celui-ci que je viens seulement d'avoir, mais on en dira un mot, Les résistantes, le rôle crucial des femmes face au nazisme, paru chez France Inter et Albin Michel. Et puis Jean-Michel Le Boulanger, qui est, vous le savez maintenant depuis quelques années, le président du festival de l'association Étonnant Voyageur, qui est lui aussi un écrivain. Et c'est drôle parce que je crois que la première année où tu as été invité en tant qu'auteur, est-ce que c'était pas la première édition de ce livre-là? Non, tu avais été invité avant? Avant, oui. Ah oui. Oui. Et donc, il va nous parler, Jean-Michel Le Boulanger, de cet éloge de la culture en temps de crise, qui est une réédition. On peut le dire comme ça. Une Parce que c'est vrai. réédition augmentée et Oui. avec un ajout d'un très beau texte de Laurent Godet. Vous connaissez Laurent Godet, qui est aussi un habitué du festival Étonnant Voyageur. Et Laurent Godet m'a fait l'honneur d'une préface. Très Et belle puis j'ai un préface. post-facier, je ne sais pas si ça se dit, qui est un peu connu aussi, un jeune historien très prometteur qui s'appelle Pascal Horry et qui est membre de l'Académie française. Il faut aider les jeunes. Alors notre président, vous ne le connaissez pas encore tellement, c'est bien de rappeler un peu. La culture, il connaît. Hein. Il a été président du Port-Musée de Douarnenez à sa fondation au début des années 90. Il a été président des Fêtes maritimes de Douarnenez de 2000 à 2010. C'est d'ailleurs là que nous avons fait connaissance, toi et moi, parce que tu es venu me chercher pour animer, non pas le café littéraire à Douarnenez, c'était le bistrot littéraire. Normal. La politique, il connaît aussi, parce qu'il a été élu conseiller régional de la région Bretagne en 2010, puis devient vice-président chargé de la culture, réélu en 2015, avant de devenir en 2017 le premier vice-président chargé de la culture et de la démocratie régionale. Et après 2 mandats, il ne se représente pas aux élections régionales de 2021. Il trouve que, voilà, il a fait son boulot et que Je ne sais pas si j'ai fait mon boulot, on ne sait jamais si on a fait son boulot. Disons que la vie politique était une expérience citoyenne et n'était pas une carrière. Donc 2 mandats, c'est le temps d'une expérience citoyenne. 3 mandats, ça commence à être une logique de carrière et puis on ne sait pas comment ça se finit. Donc 2 mandats, ça suffit. Voilà. Alors l'écriture, il connaît aussi. Il a publié un essai en 2013 donc, sur les questions identitaires et les sentiments d'appartenance qui lient les Bretons au territoire de la Révolution française au XXIe siècle. Cet ouvrage s'intitule Être breton. Il a été préfacé par Jean-Yves Le Drian. Il a reçu un prix, le prix du livre produit en Bretagne en 2014. Après, il a eu le Manifeste pour une France de la diversité aux éditions Dialogue. Et puis il a publié son premier roman. Il était tout timide, il a dit « Oh, j'ai écrit mon premier roman, mais c'est vraiment parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Hein. » Et ce quelqu'un, c'était pas n'importe qui, c'était quand même Mona Ozouf, excusez-moi du peu. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Et ça s'intitule Des printemps en Bretagne. Voilà, et puis en 2021, il y a ce livre aussi avec Mohamed Loueslati, oui. Islam des prisons françaises, et Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran. Devenu cardinal. Il est devenu cardinal. Devenu cardinal. Et toi qui n'es... pas devenu cardinal, enfin pas encore. Ouais. Et qui n'est d'aucune... Non, c'était un livre sur la notion de fraternité. Sur la notion de fraternité qui est tellement bousculée aujourd'hui partout dans le monde, avec un imam, l'imam des prisons, l'aumônier national des prisons françaises, qui s'appelle Mohamed Loueslati, et avec un évêque à l'époque devenu archevêque depuis, puis cardinal, qui était l'évêque d'Oran et qui est maintenant cardinal à Alger. Et donc un imam dans un pays, on va dire, de tradition catholique et un cardinal aujourd'hui dans un pays évidemment de tradition musulmane. Et donc c'est un regard à 3 voies sur la notion de fraternité.
Voilà. Très beau livre aussi. En 2023, 2 ouvrages, Mon pays dans le ciel, un texte autobiographique, et Sur les bords du monde, Le rat de Sein, avec le peintre Fanchemoile. Et puis, lecture à Thibaut Pinot, voilà, ensuite. Et puis, alors, Éloge de la culture en temps de crise, c'est la 3e édition quand même. Oui. Hein, ça il faut l'expliquer. Parce que oui. le temps de crise... Il dure, oui. il dure. Et comme je le disais quand il a fait paraître ce livre, Jean-Michel, je crains, hélas, que tu sois encore obligé de le rééditer oui. avec des ajouts. Oui, ce qui est le cas. C'est une édition augmentée parce que depuis 2017 est la première édition de ce livre. Il y a eu le Covid. Et pendant ces événements et ces confinements, j'ai été marqué par quelque chose dont je ne me suis vraiment pas bien remis d'ailleurs. C'est la raison de cette réédition. C'est que pendant le 2e confinement, vous vous en rappelez, on ne pouvait pas rentrer dans une librairie et on pouvait rentrer dans des supermarchés. On pouvait rentrer chez Leroy Merlin à Brest et à l'entrée de Leroy Merlin à Brest, il y avait un panneau disant « Jauge acceptée 2400 personnes ». Et à quelques dizaines ou centaines de mètres, en l'occurrence de Leroy Merlin à Brest, toutes les librairies étaient fermées. Et quand vous alliez dans un supermarché avec rayon de livres, vous pouviez acheter tout ce que vous vouliez, mais le rayon de livres était interdit par un ruban de rubalise qui interdisait d'y rentrer. Et moi, ça, je l'ai pris en pleine face pour une raison à la fois tellement énorme et tellement tragique. C'est que ce 2e confinement, c'est quelques jours après la mort de Samuel Paty. Et je fais le lien entre ces 2 éléments-là. Samuel Paty, il est mort, assassiné, on va dire par un barbare, parce que Samuel Paty, il est porteur de la diversité des livres et d'une vocation universelle. Et celui qui l'assassine, il est porteur d'un livre, et d'un seul livre, comme certains sont porteurs d'une religion et d'une seule, évidemment, en repoussant de la main toutes les autres, comme certains sont porteurs d'un nationalisme qui, par définition, exclut les autres. Et au moment où, dans ce pays qui est une vieille et belle démocratie, on assassine un professeur porteur de la foultitude des livres, et en même temps, on ferme les librairies, moi, franchement, je le dis parce que c'est comme ça, je ne m'en suis pas remis. Je ne m'en suis pas remis. Et depuis, je ne cesse de dire, je l'ai dit ce matin encore dans le discours d'inauguration, c'est que les démocraties oublient de mettre en valeur ce qui les fonde, alors que jamais les totalitarismes n'oublient de battre, de combattre, d'annihiler tout ce qui fait démocratie, évidemment. Et la liberté de penser, la liberté d'écrire, la foultitude des livres, le pluriel, le multiple, c'est un fondement de notre démocratie. C'est notre richesse, c'est notre richesse. On interdit des livres quand on assassine des professeurs, moi je ne le supporte pas. Et puis par la suite, il y a Trump. Et Trump, aujourd'hui, est donc dans ce pays qui a été le symbole des libertés. Il a été quand même, enfin, Philippe Collin est historien, il en parlerait mieux que moi, mais dans l'image, les États-Unis, c'est le symbole des libertés depuis longtemps, tout au long du XXe, et surtout après 1945. 10 000 livres interdits aujourd'hui. 10 000 livres. 1984... d'Orwell est interdit dans un certain nombre d'États républicains. C'est une réalité, ça. Donc, cette nouvelle édition augmentée intègre évidemment ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et une fois de plus, c'est un cri pour dire que la démocratie, ça se défend. Alors, tu parles... Oui, ça c'est très important. J'aime bien aussi, tu fais référence à des gens que tu aimes, comme Georges Perros, à qui on va rendre hommage ici aussi
au festival Étonnant Voyageur, avec Miossec, avec Nolwenn Corbel, etc. Et tu racontes dans le livre, tu dis que Georges Perros se promenait quotidiennement à Douarnenez, il adorait ça, regardant la mer, écoutant les bruits du port de pêche. Pour beaucoup d'habitants qui le voyaient circuler sur sa vieille moto, jadis offerte par Jeanne Moreau, Georges Perros, qui était poète et écrivain, ne travaillait pas vraiment. Un jour, dans un bistrot du port, à un marin qui affirmait « Toi, en fait, tu travailles jamais ?» Perros avait répondu « Non, mais ça me travaille toujours. » Ah, il était formidable. Et puis une autre phrase de Georges Perros que tu cites aussi, ce que je préfère dans un bateau, c'est son sillage. Oui, je trouve que ce sont deux phrases extrêmement importantes, toutes les deux. La première, sur le statut de l'artiste. Trop souvent, un artiste, ça ne travaille pas beaucoup, c'est un peu un feignant. Il fait un spectacle de temps en temps. Oui, d'accord, mais ça me travaille toujours. Et quand on connaît des artistes, on sait combien ça les travaille toujours. Et puis, la deuxième phrase, moi, ça me fait penser au bouquin de Paul Lynch, là, ce que tu dis. Je ne sais pas si vous avez lu, demain, vous allez découvrir Paul Lynch, et puis son dernier roman, qui est un formidable coup de poing dans la figure, quoi, hein, Le Chant des prophètes. C'est terrible, et c'est d'une grandeur, d'une force. Eh bien, un bouquin comme Paul Lynch, et il y en a beaucoup d'autres, chacun dans cette salle porte en lui des livres qui l'ont marqué, évidemment. C'est des ciels de traîne, ça nous accompagne longtemps. Ce que je préfère dans un bateau, c'est son sillage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le divertissement. Le divertissement, c'est nécessaire. On a besoin de se divertir. Tout le monde se divertit. Mais Malraux disait que les forces de l'argent s'occupaient très bien du divertissement. Ce que Malraux voulait à travers des politiques culturelles, c'est autre chose. C'est-à-dire des interrogations, des doutes, de la critique, de l'émancipation. Le ciel de traîne, cette histoire, ce que j'aime dans le bateau, c'est son sillage. Beaucoup de grandes œuvres ont des sillages en nous, de très longue durée. Voilà. Et je trouve que Perros, il l'exprime d'une manière extrêmement simple. Ce que je préfère dans un bateau, c'est son sillage. Voilà. Pour moi, c'est Paul Lynch et ces livres-là. Et lisez la préface de Laurent, hein, Laurent Godet, qui est un grand ami du festival et un grand habitué du festival. Elle est magnifique. Et celle de Pascal Horry, qui devient lui aussi un habitué du festival. Alors, j'aimerais maintenant que l'on introduise... Pardon, hein, on s'en fiche, hein, les femmes d'abord, c'est égal, ça. Non, on a dépassé ce côté-là. Donc, je voudrais qu'on introduise Philippe Colin dans notre conversation. D'abord, Philippe, juste peut-être un mot de quelqu'un que je crois que vous aimiez beaucoup et qui vient de nous quitter, un grand historien. Vous pouvez nous en dire un mot ? Pierre Nora, j'imagine, oui, un grand historien français, évidemment, qui a participé à nourrir nos imaginaires, en fait. Pierre Nora, c'est à la fois un historien, mais il a cette dimension aussi de peut-être de sillage de bateau. Il va laisser un joli sillage derrière lui, Pierre Nora. Évidemment, il y a des moments cultes dans sa vie, hein, les lieux de mémoire, 1984-1992, 130 historiens qui vont raconter ce qu'est la France d'un point de vue matériel et immatériel. Donc c'est un grand historien français et qui raconte aussi une histoire, parce qu'il a aussi une histoire personnelle qui a croisé l'histoire de l'Europe. Voilà, c'est un jeune enfant juif qui va devoir affronter la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation. Donc à la fois, il y a cette espèce de grande figure intellectuelle, nourrie par la République, et aussi un destin personnel qui force l'admiration et le comment dire, et le respect, tout simplement, le respect. Donc voilà, 93 ans, c'est aussi une très belle vie, voilà, c'est une vie qui s'achève. Pascal Horry nous racontait ce midi qu'il avait reçu un texto du neveu de Pierre Nora, Olivier Nora, qui disait, voilà, Pierre est parti sans effroi. C'est très beau quand même de cette phrase, sans effroi, et voilà, c'est la fin d'une vie bien remplie et digne de la République, en tout cas, je crois. Voilà. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Philippe Colin en tant qu'écrivain, qui est auteur de podcasts, etc. Mais nous sommes très heureux de l'accueillir au sein aussi de notre programmation d'Étonnants Voyageurs, puisque Philippe va proposer des rencontres dans les jours qui viennent, demain et après-demain. Voilà, regardez dans le programme, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Je vous le présente pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qui me surprendrait beaucoup. Producteur de radio, essentiellement sur France Inter, hein, depuis 1999, je crois. Historien de formation. Votre mémoire de maîtrise portait déjà sur l'épuration des collabos à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vos débuts au micro, enfin,
vos débuts, c'était attaché de production, c'est ça. Donc déjà en racontant dans un feuilleton, et puis après en racontant dans un feuilleton musical satirique comme un ouragan. Alors tous ces titres me parlent. Comme un ouragan, puis Panique au Mangin Palace avec Xavier Mauduit, 5-7 Boulevard en 2010, Downtown en 2011, Personne ne bouge sur Arte aussi, avec Frédéric Bonneau qui est venu souvent aussi ici, et puis Xavier Mauduit. Une belle longévité de cette émission, pendant 6 ans je crois. Hein. Et vous en étiez coproducteur. Voilà. On expliquera peut-être que producteur ou coproducteur à la radio ou à la télévision, ça n'est pas tout à fait comme au cinéma. Ce n'est pas quelqu'un qui amène les sous, c'est quelqu'un qui amène les idées. Exactement. On est auteur en fait quand on est producteur. Voilà, c'est ça. Alors entre septembre 2013 et juin 2015, vous produisez une série sur Si l'Amérique m'était comptée, avec des grands noms de célèbres personnalités qui s'expriment à cette époque, donc en 2015 sur cette Amérique. Alors moi, je vous suggère, vous devriez refaire une série là-dessus actuellement. Je pense qu'il y aurait des choses intéressantes. Pour tout vous dire, on est en réflexion. Voilà. Ah ben voilà, qui racontent leur vision des États-Unis. L'œil du tigre aussi, l'œil du tigre sur France Inter, des scénarios de BD, vous avez signé des scénarios de BD, et puis évidemment la collection de podcasts, Face à l'histoire, Napoléon, l'histoire qui ne meurt jamais, l'homme qui ne meurt jamais, Simone de Beauvoir, Philippe Pétain, Dreyfus, Général Leclerc, Léon Blum, etc. Ce sont des podcasts qui donneront certains des albums, des livres par la suite. Hein. Et puis, une adaptation au théâtre, ça c'était plus rare, je crois. Hein, pour Léon Blum, c'est ça, pour adapter au théâtre, c'est très rare. Hein. On disait que les podcasts soient adaptés au théâtre. Je sais pas, Philippe Collin, c'est une manière de faire, une manière de dire, un style bien à vous. Ce livre qui est votre premier roman, Le barman du Ritz, le grand roman de l'occupation paru chez Albin Michel, eh bien quand je le lis, je vous entends. Ça me fait plaisir. Vraiment. Ben, je vous remercie parce que j'y ai réfléchi comme ça. Vous savez, par exemple, quand on écrit pour la radio pendant 20 ans, on subvocalise. C'est-à-dire que j'écris en parlant, parce que je veux savoir si, quand je vais m'exprimer dans un micro, si ça résonne comme il faut. Et en écrivant ce roman pendant de longs mois, j'ai beaucoup écrit en subvocalisant. Donc j'avais l'espoir qu'on entende ma voix en lisant ce livre. Voilà. Mais quand même, est-ce que on écrit différemment pour un podcast et pour un livre, par exemple? Oui, bien sûr. C'est très différent. L'aventure n'est pas du tout la même. Et puis, vous savez, avec cette fiction, parce que c'est une fiction, il y a du matériau historique. Évidemment, il y a un matériau réel à la base, mais c'est aussi une fiction, donc il y a aussi une projection psychologique, évidemment, et de réinvention du réel. Et ça, quand on fait un podcast historique, on ne réinvente pas le réel. Donc c'est très différent, et on va puiser ailleurs, dans un imaginaire qui a été nourri par des lectures historiques, mais bien au-delà, le cinéma, le théâtre, la littérature, qui sont convoqués pour tout d'un coup raconter une histoire avec des personnages de fiction, bien sûr. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qui vous motive pour toute cette activité? Alors, c'est une activité, vous faites vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai pas dit, mais Les Résistantes, oui, voilà, c'est encore une série qui a adapté un podcast, qui a été adaptée aussi en documentaire. Absolument, oui. Hein, voilà. Et puis, c'est pas un petit livre. Hein, oui, voilà. Oui, c'est conséquent. En fait, il y a tout ce que vous avez cité depuis le début. Il y a deux choses qui me concernent profondément dans ce travail pluriel. La première, c'est le lien social. C'est-à-dire que la radio a cette vertu incroyable encore aujourd'hui de croiser des générations. Il n'y a pas beaucoup de médias qui offrent ça aujourd'hui, en vérité, et notamment la radio de service public. France Inter est écoutée par un certain type de public, mais on s'aperçoit aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, qu'on a un brassage de générations. Et donc j'ai, moi, conçu mon métier à Radio France, à France Inter, comme un vecteur de rencontre entre les générations. Ça, j'y tiens absolument, et c'est un guide dans ma vie. Et puis la deuxième chose, c'est que depuis maintenant 5-6 ans, nous voyons bien quel monde nous traversons.
un monde qui est en crise, un monde qui est assez inquiétant. Et au cœur de cet enjeu, il y a la démocratie, mais il y a aussi la République, qui sont pour moi indissociables. Mais je pense qu'il n'y a pas de République sans culture républicaine. Et je ne dis pas ça à la légère, je pense qu'avec l'équipe avec qui je travaille, et qui est d'ailleurs à Saint-Malo avec moi pendant 3 jours, ils sont tous là. Vous avez une dizaine de personnes, ça, je crois, qui travaillent avec vous. Ils sont tous là pendant 3 jours. En fait, l'idée, c'est qu'on veut tenter, à travers des récits immersifs, d'offrir à la fois, évidemment, des outils de discussion, même des armes pour se défendre, peut-être, mais avant tout une culture républicaine. À travers des personnages soit qu'on héroïse un peu, et ça, l'historien est toujours un peu embêté avec ça, mais ça participe aussi de la création de la culture républicaine, soit on met en exergue les ennemis de la République. Vous voyez, parce que c'est intéressant de savoir à qui on parle, d'où on parle, qui on a face à soi. Et la République, ce n'est pas un mot en l'air. Ça a des vertus immatérielles, mais ça a aussi du concret dans la vie des citoyens et des citoyennes. Donc raconter ces grandes épopées à travers des livres, des pièces, des podcasts. On essaye avec l'équipe, de manière sans doute très modeste, mais de nourrir cette culture républicaine. Et je crois qu'elle en a bien besoin, parce que nous sommes face à un immense défi, qui est celui de protéger la République contre vents et marées. Tiens, quels sont les 2 thèmes que vous avez choisi d'aborder dans les... Alors, ça c'est important, parce que vous savez, c'est Jean-Michel Le Boulanger qui m'a proposé ça il y a quelques mois, mais on va venir ici demain et après-demain faire 2 conférences de savoir savant populaire. Je suis avec 6 historiens ici, 6 très grands historiens français. Henri Rousseau, c'est pas anodin, c'est un personnage important de l'université française. Renaud Mels, Bénédicte Vergès-Chaignon, Pascal Horry, Laurent Douzou, Catherine Lacour-Astol. Je les cite parce qu'ils viennent à Saint-Malo avec cet esprit-là de leur savoir savant offert à tout le monde. Et donc on a prévu 2 conférences d'1h30 où nous allons demain évoquer les ennemis de la République, voilà, qui est adversaire de la République. On commence le 10 juillet 40 avec la prise du pouvoir par Pétain. Et ensuite, dimanche, l'antidote, les résistantes, les femmes résistantes sous l'occupation en France entre 40 et 44. Et ce diptyque, il est à la fois inscrit dans le passé, évidemment, nous parlons de la Seconde Guerre mondiale, mais vous verrez, pour celles et ceux qui vont venir demain et lundi, que nous parlons que du présent. Nous parlons que du présent. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez troublant, mais nous en sommes là. 80 ans plus tard, les enjeux sont immenses devant nous, et je crois qu'il est bon de se souvenir de ce que nous sommes et d'où nous venons, parce que nous venons de ce monde-là, nous venons de la libération. C'est un monde qui nous a été confié, et qu'allons-nous en faire? Voilà. C'est l'enjeu est là. Ça donne envie. Hein. Je suis quand même sympa, hein, parce que je fais de la pub pour des choses qui vont se passer ailleurs. C'est gentil. Tous nous quitter, là. C'est autre chose. Et, pardon, Jean-Michel? Oui, je veux dire que ce que va faire Philippe Collin cette année à Étonnant Voyageur aura, je l'espère vivement, et je le regarde en le disant, des prolongements les années futures. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pour dire les choses, là encore, très simplement, je suis un fan de Philippe Collin. Merci. Parce que, voilà. Merci. Ouais, parce que, si vous l'avez écouté, vous savez qu'il y a un très haut niveau d'exigence et une très grande capacité à se faire comprendre du plus grand monde. C'est remarquable. Et donc, on a envie d'engager une longue aventure avec Philippe Collin. Merci beaucoup. Merci mon président. Et alors, la motivation, du coup, pour passer au roman, et particulièrement sur ce personnage dont vous dites dès le début, Le barman du Ritz est un roman qui s'appuie sur des faits et des personnages réels. C'est une lecture de ces années sombres de l'histoire de France. Afin d'en éclaircir certains aspects, l'auteur a utilisé les moyens de la fiction, qui sont les armes du romancier, et permettent un chemin que l'historien ne peut emprunter. Eh bien voilà, c'est en fait la motivation de ce roman, c'est peut-être répondre à une frustration d'historien. Pourquoi? Parce que quand vous passez une vie à lire, à travailler, à étudier une époque, en sciences sociales ou en sciences humaines, il y a des interdits et c'est tant mieux. Il y a des procédés scientifiques qu'il faut respecter. Et donc, par exemple, on n'a pas recours à la psychologie quand on fait de l'histoire, et tant mieux. Mais en revanche, vous êtes nourri par des lectures, par des projections mentales, par un imaginaire que vous avez vous-même imaginé.
Et vous vous dites, alors comment est-ce que je peux faire pour essayer de raconter une histoire qui ne soit pas vraie mais vraisemblable? Et comment est-ce que finalement, à travers des sentiments, à travers des angoisses, à travers des peurs, des désirs, d'une situation historique donnée, en l'occurrence la France occupée, Paris occupé par les nazis, comment est-ce qu'on peut peut-être projeter un imaginaire qui est le mien, je l'assume complètement, mais qui vient peut-être dire autre chose en complément d'une recherche scientifique historique. Donc c'était mon grand désir de me dire, Philippe, ça fait 30 ans que tu te nourris de ces documents. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, en tant qu'être humain et en tant que citoyen, quelque part, sur cette période que tu connais si bien, au fond, d'un point de vue documentaire, mais qu'est-ce que tu as envie de raconter, toi, en tant que personne, voilà. Et donc, je me suis embarqué là-dedans comme une aventure. Mais vous l'avez rencontré comment, le barman? Alors, ça, c'est une longue histoire, mais je vais faire vite, parce que j'ai compris qu'on était pressé. Non, je plaisante, je plaisante. En fait, c'est une histoire assez intéressante, parce que bon, je suis breton, finistérien, et je suis monté à Paris à l'âge de 23 ans. Mais j'avais lu en Bretagne, Paris est une fête d'Hemingway, où Hemingway est fasciné par le Ritz, parce qu'à l'époque, il n'a pas d'argent, et Fitzgerald vit au Ritz, et il adore aller au Ritz, mais il a une sorte d'appréhension sociale. Et quand je suis arrivé à Paris en 98, je rêvais d'aller au Ritz, mais je n'ai pas osé y entrer, pour des raisons d'interdit social. Vous voyez, c'était pas mon monde à moi, j'avais un milieu assez modeste, et donc j'ai pas osé entrer dans le Ritz. Mais il se trouve qu'en 2002, je travaille déjà à France Inter, et j'apprends que Yoko Ono, la veuve de John Lennon, est à Paris, et qu'elle fait une exposition de ses œuvres d'art à Paris. Et donc je fais une demande d'interview à Yoko Ono, qui est acceptée. Et je me dis, génial, donc j'appelle l'agent, je lui dis, bah, j'ai un studio mardi à 15h. Elle me dit, non, t'as pas compris, c'est une star mondiale, c'est pas elle qui vient, c'est toi qui viens à l'hôtel. Et je dis, bah, très bien, on vient avec une équipe technique, et il n'y a pas de problème. Et je dis, mais elle est où? Elle dit, elle est au Ritz. Et donc là, fantastique, me voilà autorisé par mon travail à entrer au Ritz pour aller faire l'interview de Yoko Ono. Et donc je suis arrivé 2 heures en avance pour bien profiter du lieu. Voilà. Et donc on a fait l'interview, c'était très sympathique. Et ça se termine vers 18h10 à peu près. Je m'en souviens parce que le bar ouvre à 18h. Et je me dis, je peux entrer au bar, je suis dans le Ritz. C'est toujours le petit bar? Oui, c'est le petit bar. C'est le bar Hemingway aujourd'hui, mais qui était donc le petit bar sous l'occupation. Et en fait, je rentre dans le bar, il est 18h15, ça coûte très cher, mais je vois, j'ai pas d'argent à l'époque, vraiment pas, et je peux me payer une bière à 14 €, je m'en souviens très bien. Et je me dis, une bière, c'est bon, je peux me la payer. Et donc, je m'installe au bar, il n'y a pas grand monde à ce moment-là, et il y a Colin Field, qui est vraiment le grand barman du Ritz depuis 30 ans, qui est là, qui me voit, il dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et on commence à discuter, et comme j'ai une obsession qui est 40-44, j'ai dit, mais il s'est passé quoi ici en 40-44? Et c'est lui qui, dès le premier soir, me dit, il y a un barman extraordinaire qui s'appelait Frank Meyer, qui est resté au bar pendant toute l'occupation, et il entame une discussion. Et en fait, quand je suis sorti du bar, je me suis dit, en fait, je vais revenir, parce qu'en fait, une fois que vous y entrez, et d'ailleurs, je vous encourage tous à y aller, parce que... enfin, c'est cher quand même, non, 14 mais, € la bière. Oui, c'est un peu cher, c'est un plaisir qu'on s'offre. Mais en fait, le Ritz, c'est assez accueillant, en vérité. C'est pas le cas de tous les palaces parisiens, en vrai. Et donc, allez-y, franchement, allez vivre, c'est une expérience, allez boire un verre au bar du Ritz, c'est assez intéressant. Vous verrez. Et donc, du coup, je suis revenu régulièrement le dimanche soir, parce qu'il y a moins de monde le dimanche soir. Et j'ai entamé une discussion avec Colin sur ce Frank Meyer. Donc, ça fait 22 ans que Frank Meyer m'accompagne. J'ai commencé à travailler sur lui, à faire des recherches, etc. Bon, et j'ai commencé à accumuler comme ça plein de documentation. Et puis, il y a maintenant, à peu près 8 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais chercher un moyen pour raconter mon ressenti de l'occupation. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai un véhicule génial. J'ai Frank Meyer, qui est un homme qui me ressemble par certains côtés. Alors, je m'empare de lui et j'en raconte une histoire. Voilà, tout simplement. Et donc, ça démarre l'histoire d'Imar au moment de l'arrivée des Allemands, des Allemands à Paris. Le 14 juin 40. Ça commence même avec son dernier client du monde d'avant, dites-vous, qui va prendre son verre avant de quitter la France vite fait. Et Frank Meyer, le personnage, donc, a vraiment existé. Et c'était, en plus, il était juif. Oui, alors là, vous savez, ça, par exemple, c'est intéressant parce que c'est le romancier qui va parler. J'ai plein d'éléments qui me laissent penser qu'il était juif. Mais je ne peux pas le prouver d'un point de vue documentaire. Donc, une des raisons du roman, c'est celle-ci. Donc, j'ai plein de documents et des témoignages qui me laissent penser qu'il l'était. Il a des actions où on voit qu'il est au moins philosémite. Et surtout, et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a une archive qui existe du 12 août 1941 où la Gestapo mandate la police française d'enquêter sur Meyer parce qu'il le soupçonne d'être juif. Et ils ne vont pas réussir à prouver qu'il est juif, ni qu'il est catholique d'ailleurs. Et donc j'ai postulé qu'à partir du moment où Franck était perçu comme juif par les Allemands,
il encourait le même danger. Donc moi, en romancier, je me dis, en fait, Frank Meyer va être juif. Et par ailleurs, des témoignages des années 90 notamment affirment qu'ils ont entendu Frank dire qu'il était juif. Bon, donc j'en ai fait un personnage juif. Mais vous voyez, c'est là où on est à la frontière de l'histoire et du romancier, parce que j'ai décrété quelque chose qu'en historien, je ne peux pas prouver. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le roman, alors bien sûr, il y a tous ces gens qui vont graviter autour de lui pendant toute cette période de l'occupation, dont certains qui sont inventés, hein, c'est son assistant, entre autres, le jeune, voilà, et puis d'autres. Par contre, Madame Ozello, parce que vous Blanche, vous lui dédicacez. Oui, bien sûr. Oui. En fait, vous savez, j'ai une admiration immense Blanche pour cette Ozello. femme. Immense. Oui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour le coup, tout ce qui est raconté sur elle dans ce roman est documenté. Ah oui. Et elle me fascine. D'ailleurs, vous savez, j'ai hésité au départ, c'était un roman à 2 voix. Il y avait Blanche et finalement j'ai renoncé. Pour des raisons XY. Bon. Mais c'est un personnage qui est inouï. Je crois qu'on aimerait tous avoir le courage de Blanche dans la vie de Blanche. Frank Meyer en tête d'ailleurs. Je pense qu'il aurait aimé avoir le courage de Blanche Ozello. Moi aussi, j'aimerais avoir son courage. Je ne suis pas sûr de l'avoir d'ailleurs, à vrai dire. La question, c'est vrai, la question latente, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait? Bien sûr, c'est tout l'enjeu. Qu'aurions-nous fait à cette époque? C'est tout l'enjeu. Vous savez, Frank Meyer, il a 55 ans le 14 juin 40, quand les Allemands entrent dans le Ritz, c'est dans Paris. Il est au fait de sa gloire. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais c'est un des plus grands barman du monde, dans un milieu de luxe. Il est extrêmement célèbre. Vous savez, il va passer, par exemple, 1 mois aux États-Unis en vacances en 1931. Le mois d'août, avec sa femme et son fils, il arrive à New York et les journaux lui consacrent des pleines pages. Vous voyez, ça dit aussi l'amplitude du mec. Mais le 14 juin 40, il a créé un lieu qui est extraordinaire. Et il a 55 ans et sa vie va changer parce que les Allemands sont entrés dans le Ritz. Alors, que va-t-il faire? Est-ce qu'il revient mardi matin travailler ou est-ce qu'il ne revient pas? Bon, évidemment, il revient. Et je pense que beaucoup d'entre nous serions revenus. Parce que c'est la vie. Mais du coup, les questions se posent. Parce que Blanche Ozello, elle a un autre comportement. Et c'est toujours fascinant de savoir des gens qui ont cette conscience et ce courage d'agir vite. Et ça, c'est toujours très impressionnant. Voilà. Mais il a tout au long du livre ce sentiment ambigu, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, il est mal à l'aise, il a quand même un petit peu de culpabilité d'être là à servir. C'est un héros pathétique. À la fois, on l'aime et en même temps, il nous agace. Ah oui, mais quand même, finalement, enfin, vous le rendez attachant, en tout cas. C'était mon but. S'il était vraiment. Mais on a envie de secouer un peu parfois. On a envie de secouer. Franck, bouge-toi un peu. Oui, voilà. C'est vrai. Voyez, je suis d'accord. Si, c'est vrai. Et puis alors, on croise quand même du beau monde à l'intérieur de du beau monde qui n'est pas si beau que ça. Hein. Non. Beaucoup d'ambiguïté là aussi. Ah, quand même. Beaucoup d'ambiguïté, mais ça pose la question du luxe, voyez. Et là, c'est documenté aussi. Tous les gens que vous citez, j'imagine bien, les Français, entre autres, les vedettes. Tous les gens qui étaient au Ritz sous l'occupation. Donc tous ceux que vous croisez dans le roman, ils étaient là au bar du Ritz entre 40 et 44. On peut citer des noms comme ça? Oui, bien sûr. Il y a Jean Cocteau, Sacha Guitry, Gabriel Chanel, Serge Liffard, le patron du ballet de l'Opéra. Vous allez croiser Jean Marais, Arletty. Voilà, un monde culturel français qui est validé par les nazis, il faut le dire, parce que, enfin validé, au sens qu'avant-guerre, d'autres artistes sont présents au Ritz et ne peuvent plus venir après l'occupation allemande. Donc les gens qui sont là savent aussi qu'il y a des fantômes. Il y a des places vides dans ce bar du Ritz. Donc c'est de la compromission, c'est plus du compromis. C'est de la compromission. Et cette vie-là, elle raconte quelque chose qui m'intéressait aussi à travers cette histoire, c'est qu'à quel point le luxe peut vous aveugler. Le luxe peut vous déconnecter du réel. Parce que ce monde-là, il est extrêmement sympathique, il est chatoyant. On ne souffre de rien au Ritz en 1941. On n'a pas faim, on n'a pas froid, on n'a pas peur. Et du coup, la vie continue. Alors certes, c'est pas complètement pareil, mais pas loin. Donc du coup, ça, ils sont vraiment... Ils sont ambigus pour le moins. Pour le moins. Oui. Voilà, et on n'en dira pas plus parce qu'il faut suivre toute l'histoire. Il y a même une annexe avec des photos du vrai. Oui, je voulais terminer en disant que voilà, ces personnages ont une suite, ont une vie qui se perpétue après la guerre, et donc voilà, c'est une manière de raconter aussi ce qu'ils sont devenus après-guerre. Continuez à écrire des romans aussi. Merci beaucoup. C'est bien, moi je trouve. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de la culture en temps de crise, on a parlé de l'histoire, et là, on va parler de l'histoire
présent. L'histoire en marche avec Delphine Minouy que je vais vous présenter. Si je retrouve ma fiche, je viens de la prendre. Hein, voilà. Alors, Delphine, journaliste d'origine iranienne, issue d'une famille franco-iranienne, donc votre mère est française et votre père iranien. Vous avez obtenu le prix Albert Londres en 2006 pour une série d'articles sur l'Irak et l'Iran. Vous êtes spécialiste du monde arabe depuis plus de 25 ans. Vous couvrez l'actualité du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez travaillé à France Inter aussi et à France Info. Vous connaissiez? Non? Oui, on se connaît de nom, ouais. Oui. Avant de devenir grand reporter pour Le Figaro, des reportages qui vous ont conduit au Liban, en Syrie, en Libye, en Iran, j'ai déjà dit, en Turquie, en Égypte et ailleurs peut-être. Après avoir été basée pendant 10 ans à Téhéran, puis à Beyrouth et au Caire, vous êtes correspondante. Vous êtes encore correspondante à Istanbul? J'arrive d'Istanbul. Vous arrivez d'Istanbul et vous publiez des récits. Vous avez écrit sur Nojoud Ali, on prononce comme ça, la première petite fille à avoir obtenu le divorce au Yémen. Moi, Nojoud, 10 ans, divorcée, paru en 2009. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Badjans, paru au Seuil en 2024. Et là, vous parlez d'un moment qui se déroule, vous le situez en automne 2022, la révolte des femmes, Femmes, Vie, Liberté, et vous allez mettre en scène une jeune femme, enfin vous allez la mettre en scène, vous allez parler, vous allez lui donner la parole, parce qu'elle s'exprime par le jeu dans le livre. Elle s'appelle Zahra, voilà. Et elle est jeune, hein, elle a 16 ans, et c'est elle qui s'exprime dans ce livre. Et c'était pas très longtemps, c'est l'histoire de Mahsa Amini qui vous a incité à écrire ce... Ça a été l'élément déclencheur. J'imagine. Pour tout vous avouer, je n'envisageais pas d'écrire un nouveau livre sur l'Iran. J'avais déjà écrit 3 récits sur l'Iran et j'étais passée à d'autres choses. Et en fait, l'histoire En Marche m'a rattrapée. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'Iraniennes, mais aussi de femmes tout simplement, j'ai subi un électrochoc à la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, une jeune femme tuée à cause d'un voile obligatoire mal porté. Mahsa, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être ma fille. Et donc, on n'a pas pu se taire. Comme vous l'avez vu, des femmes par milliers sont sorties dans la rue pour lutter contre la violence d'État, pour lutter pour plus de liberté. Et ce qui s'est passé dans un second temps, c'est qu'il y a eu toutes ces filles très très jeunes, des adolescentes, 15, 16, 17 ans, qui sont à leur tour sorties manifester. Elles manifestaient pour la première fois. Elles n'étaient pas du tout politiques. Vous savez, c'est la génération Z qui passe son temps sur Twitter, les réseaux sociaux et qui s'en contrefiche de ce qui se passe dans le monde. Et là, tout d'un coup, elles ont repris en main leur destin. Elles sont sorties dans la rue et c'était au moment où elles étaient vraiment au pic de leur vie qu'elles se sont mises à marcher vers la mort. Et plusieurs d'entre elles sont malheureusement tombées sous les balles de la police. Et l'une d'elles s'appelait Nika Shakarami. Elle a été tuée peu de temps après être montée sur une benne à ordures renversée au milieu de la foule et avoir osé brûler en public son voile. Et c'est cet instantané-là, issu du réel, qui m'a poussée comme un sens d'urgence et d'évidence à me dire, moi aussi je m'arrête et je veux écrire sur cette histoire. Nika n'est plus là pour raconter son histoire, d'autres filles après elle ne sont plus là, et j'ai voulu raconter l'histoire à leur place. Donc mon roman commence sur la benne à ordures, et après je repars dans un monologue très intime et intérieur, en flashback, ouais, dans la vie de cette fille, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce que vous disiez, Philippe. C'est là où j'ai fait un pas de côté sur mon métier par rapport à mon métier de journaliste, oui, où on a ce sens du détail, de la précision. On ne peut pas trahir nos interlocuteurs. En tant que journaliste, je rappelle souvent plusieurs fois les gens avant de publier mon article pour être sûr de ne pas avoir déformé leurs propos. Et là, je pars d'un propos, mais après, il y a un grand blanc. Et donc, avec ma plume, avec mon imagination, je remplis ce blanc-là pour, quelque part, redonner la parole à toutes ces filles. Un fil imaginaire qui, finalement, va tisser comme ça, repriser
tous ces destins brisés. Et c'est souvent ici que l'on dit qu'on dit beaucoup de choses à travers la fiction. Comme on donne de la chair, de la physique, des pensées à des personnages, ça nous touche encore plus profondément. Moi, ce livre m'a totalement bouleversée, je dois le dire. Et dès le début, même quand vous revenez sur l'enfance de Zara, qui va être mal accueillie dans sa famille, c'est une fille, quoi. C'est un désastre. Son père est vraiment très déçu. Et ça va aller loin parce qu'elle a un petit frère qui, lui, a droit à tout. Et elle est obligée de rappeler à son père de temps en temps qu'elle aussi, elle existe. Et elle existe tellement peu dans la vie de son père qu'il y a un incendie, vous le racontez au début, donc je pense qu'on peut juste en dire un mot. Il y a un incendie, et qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse raconter. Elle est oubliée dans les flammes, et quand elle essaye de s'en sortir, au bout du couloir, elle aperçoit quand même l'escalier, elle s'enfuit dans la rue, et en face, sur le trottoir, toute la famille est rassemblée, le père lève la tête et dit « Oh mince, on t'a oublié ». Et en fait, tout commence à partir de là, c'est-à-dire que en Iran, pour les filles et les femmes, exister, c'est résister. Et donc, c'est se reconstruire une personnalité, un personnage dans cet oubli. Et je travaille beaucoup dans mon livre sur la question du dédoublement. Elle dit, pour être forte, on doit être pluriel. Pour être une, on doit partir de la pluralité. On apprend à se mettre différents masques dans la vie, comment on se comporte à l'extérieur, comment on se comporte à l'intérieur, pour pouvoir s'imposer par rapport au père, par rapport au système, par rapport aux autorités. Et même par rapport à sa grand-mère, c'est étonnant parce qu'elle est complètement en admiration devant celui qui était son mari, donc le grand-père de Zara, et elle ne comprend absolument pas l'attitude de sa petite fille. Oui, c'est la grand-mère très bigote qui a toujours défendu la République islamique, les religieux au pouvoir depuis la chute du Shah d'Iran. Et d'ailleurs, c'est elle qui impose le prénom de Zahra, parce que c'est le prénom de la fille du prophète. Et pourquoi mon héroïne s'appelle Badjens? C'est parce que c'est le surnom, sous forme de résistance invisible, que va lui offrir sa maman. Donc quelque part, sa maman, dès sa naissance, va lui donner les clés de la résistance. Parce que Badjens, en persan, mot à mot, Badjens, ça veut dire mauvais genre. Donc le sexe faible, le sexe raté aux yeux des hommes et des ayatollahs au pouvoir. Mais ce qui est très drôle, et c'est aussi le propos de mon livre, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de rage, mais il y a une pulsion de vie, et il y a beaucoup d'espoir, et il y a un élan comme ça très vital. Et donc les filles entre elles en Iran, quand elles se taquinent, elles se réapproprient ce mot badjens qui est très péjoratif pour le rendre très positif, parce que ça veut dire effrontée, espiègle, audacieuse, irrévérencieuse. Donc, dans ce choix du prénom, se love dès le départ le début d'une potentielle émancipation au féminin. Alors, vous racontez aussi à un moment du livre, alors ça, moi, je ne le savais pas, qu'en persan, il n'existe pas de masculin et de féminin? Exactement. En fait, comme en anglais, finalement. Oui, tout à fait. Mais du coup, voilà, c'est aussi la force du roman, et on peut faire des digressions, on peut quelque part y mettre un peu de soi en se cachant derrière les mots d'une autre. Donc, je pars dans une sorte de petit délire sur la question du féminin et du masculin en Iran, me disant, c'est pas anodin que quelque part il n'y ait ni féminin ni masculin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le masculin va effacer le féminin, comme c'est le cas au quotidien en Iran. Vous parlez à un moment de cette obligation qu'elle a de mettre, alors comment on prononce en persan, Maknae? Le Marnae, Marnae, c'est une sorte de foulard cagoule, l'uniforme des filles. Et vous avez le sens de la formule parce que vous dites « agent silencieux de mon dressage ». Ouais. C'est une seconde peau imposée. Et c'est obligatoire à partir de l'âge de 9 ans en Iran. Et je raconte cette scène aussi parce que on dirait qu'elle est sortie de mon imaginaire, mais c'est ce que vivent toutes les filles en Iran. C'est-à-dire à l'âge de 9 ans, à l'école, la directrice de l'école vous annonce une fête. Alors vous êtes très contente, il va y avoir des bonbons, des chocolats, de la musique, des petits cadeaux qui vous attendent dans la cour de récréation. Et quand vous ouvrez les papiers cellophane, eh bien le cadeau c'est un foulard. Et la maîtresse va expliquer aux filles que pour rester les jolies fleurs que vous êtes,
et pour les protéger, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez devoir porter votre foulard parce que vos cheveux vont déclencher sinon des étincelles qui vont trop exciter les hommes. Donc, au lieu de régler le problème côté masculin, eh bien, on va couvrir les femmes, comme dans des papiers bonbons, tout simplement. Voilà, ce ne sont que des exemples de ce que vous pouvez lire dans le livre, mais franchement, ça montre un monde qu'on a beaucoup de mal à imaginer quand même. Et quel courage ont ces femmes. Voilà, vous continuez à aller en Iran ? Malheureusement, je ne peux plus y retourner depuis 2016. Mais pour écrire ce livre, il y a eu aussi tout un travail de documentation préalable. Je me suis beaucoup nourrie des journaux intimes que j'ai retrouvés sur les réseaux sociaux à titre posthume, de ces filles qui étaient décédées, des vlogs. Elles sont très très actives, des chaînes Telegram, les références littéraires, musicales qu'elles ont pu poster. Et puis j'ai aussi beaucoup parlé avec une dizaine d'adolescentes à travers l'Iran. Donc grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'en France, on critique beaucoup les réseaux sociaux, il y a quand même un côté positif. Ça permet de créer ce lien et de maintenir ce lien très très précieux. Et c'est ce qui m'a permis, encore une fois, de pouvoir sortir des zones de l'oubli, ce récit de l'Iran au féminin, l'Iran de la résistance. C'est un très beau livre. Merci Delphine, merci beaucoup. Et Delphine vous donne rendez-vous pour ce soir. Ce soir, sachez que à la Grande Passerelle, à 21h, Delphine, le livre de Delphine sera lu par Alice Raimi, que l'on connaît bien ici aussi, avec un musicien. Oui, avec un musicien français qui accompagnera une chanteuse iranienne, Houra Mirshekari, qui vit depuis quelques années, depuis 2016, elle aussi en exil en France. C'est une chanteuse incroyable parce que, quelque part, elle incarne, c'est une badjens en soi, c'est une fille qui était plasticienne, qui s'est battue contre le patriarcat familial, le patriarcat d'État pour faire de l'art. Et c'est seulement en arrivant en France qu'elle a réalisé qu'elle avait une voix et qu'elle s'est mise à chanter. Et c'est cette voix magnifique qu'elle va nous offrir ce soir en accompagnement des extraits lus par Alice Raimi. Merci beaucoup, merci. Je rappelle les titres des livres. Badjens, donc, Delphine Minoui, paru au Seuil. Jean-Michel de Boulanger, Éloge de la culture en temps de crise. Voilà, 3e édition, que vous retrouvez aussi. Le livre de Philippe Collin, Le barman du Ritz, paru chez Albin Michel, ainsi que Les résistantes, voilà, le rôle crucial des femmes face au nazisme, paru lui aussi chez Albin Michel. Merci de votre attention. À tout à l'heure.